dernière participante de la matinée, Sylvia Rossi, donc docteur en études italiennes, ATER à l'École de santé publique à l'Université de Lorraine et rattachée à l'équipe APMAC, le A4360. Bon, merci et merci de m'avoir permis aujourd'hui de partager avec vous moins de résultats, moins une étude qu'une réflexion. Une réflexion sur l'après-cancer qui part d'un livre à l'usage de la photo, coécrit par Annie Ernaux et Marc Marie. L'objectif de cette communication est d'explorer, donc en partant de cet ouvrage, les questionnements, les doutes qui accompagnent le passage du statut de personne atteinte du cancer, personne malade, patient, à la phase de l'après-cancer. Pour ce faire, donc je vais d'abord vous présenter rapidement l'usage de la photo. Vous voyez la photo de couverture de son édition en poche. C'est un petit ouvrage de 200 pages qui a été publié en 2005 et qui est composé à la fois par des photos, 14 pour la précision, prises par Ernaud et Marie, et du texte. En ce qui concerne les photos, ce sont des photos qui ont été prises, Arnaud et Marie étaient en couple à l'époque. Ces photos ont été prises le soir ou le matin au réveil et elles montrent ce que Arnaud même définit comme le paysage dévasté d'après l'amour. En effet, ces photos montrent des vêtements, des chaussures, des couvertures, des tapis, des lits. Tout renvoie à la sexualité et à l'érotisme, sans qu'on ne voit jamais le couple, les deux amants, ni leur corps. À partir de ces clichés, le couple a écrit des textes, chacun de façon indépendante, et la réunion de ces textes compose le livre. Il s'agit donc d'une autobiographie, donc d'un récit rétrospectif qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle. Quelle est la définition de les jeunes? Et ici, on a effectivement une double autobiographie de Ernaud et autobiographie de Marc Marie. En effet, il y a non seulement un pack autobiographique, mais il y a carrément un contrat avec le lecteur qui est explicité et précisé à plusieurs reprises et qui partage les règles que Marie et Ernaud même se sont fixées. Donc, en ce qui concerne la prise des photos, ils se sont donné l'obligation de prendre des photos sans déplacer les objets. Donc, vous voyez ici deux autres exemples de photos. Les objets sont pris tels qu'ils ont été retrouvés. Il ne s'agit pas d'une composition. Donc, il y a quelque chose qui évoque presque une démarche judiciaire, une volonté vraiment de documenter, de témoigner sans changer la scène du délit, entre guillemets. D'autre part, en ce qui concerne l'écriture, ils se sont aussi imposé la règle de ne pas échanger, de ne pas commenter les textes qu'ils étaient en train d'écrire. Donc, non seulement il y a une claire ambition de dire la vérité, de présenter la narration, de faire une mise à récit qui est au plus près de la réalité, mais il y a aussi une volonté de nous faire savoir que leur travail est un travail scientifique. Il y a une volonté d'objectivité, de partage, de réalité. Si ces clichés témoignent de l'histoire entre Ernaud et Marie, les textes donnent à voir, toujours selon les mots de Ernaud, l'autre scène, la scène absente des clichés, celle où avait lieu le combat flou, stupéfiant entre la vie et la mort. En effet, ces photos ont été prises entre mars 2003 et le début du 2004, la période pendant laquelle Ernaud était soigné pour un cancer. Ce texte est en effet constitué par des couches successives. Il n'y a pas une vraie chronologie, ou plutôt il y a trois chronologies différentes. La première est celle des photos, donc qui ont été prises en 2003. Et ce sont des photos qui donc ont été prises avec un appareil argentique. Elles sont en noir et blanc. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure de la couverture a été recolorée ensuite. Et les 14 photos qu'on retrouve dans l'ouvrage, c'est une sélection opérée par les deux écrivains parmi un plus grand nombre de photos. Il y a ensuite un deuxième temps, celui de l'écriture, en 2004, quand à partir de ces 14 images,
Annie et Ernaux ont écrit et raconté ce que les réflexions, les événements, les ressentis, les sentiments qui étaient évoqués par ces Foucault. Et il y a ensuite éventuellement une troisième chronologie, c'est celle de la vie du livre après sa publication qui a eu lieu en février 2005. Et donc, il y a tous les textes, tous les paratextes, les interviews que les écrivains ont pu donner, mais aussi les articles qui ont été produits. Et il y a les autres textes de Arnaud dans lesquels on fait encore référence à ce qui s'est passé en 2003. Afin d'analyser ce texte, je propose de m'appuyer effectivement sur la chronologie, non pas de sa réalisation, mais du contenu. Ce texte a donc été écrit en un deuxième moment et il y a deux camps. Le premier camp est celui de la Foucault. Donc, la description fait qu'a posteriori de la Foucault est la recherche d'un camp passé. C'est le camp des souvenirs, des ressentis, des actions, des expériences qui ont eu lieu au moment où la Foucault a été prise. C'est aussi donc le camp de la phase aiguë de la maladie, des craquements, des hospitalisations à l'hôpital Curie de Paris. Et c'est un camp qui est donc passé par rapport au moment de l'écriture. Il y a ensuite un deuxième camp, celui de l'écriture, qui est le camp actuel, le présent, le moment où les craquements de Arnaud se sont terminés et Arnaud et Marie commentent ce qui s'est passé auparavant et partagent aussi leur ressenti, leur ambition, leur envie, leur crainte par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. En effet, entre ces deux camps, il y a un lien direct qui est défini par Eno, qui est identifié par Eno elle-même. Elle constate qu'elle ne pouvait pas raconter son cancer, elle ne pouvait pas se résoudre à l'écrire. C'est seulement en commençant à écrire sur ces Foucault, qui ne montraient donc pas le cancer, que j'ai pu le faire, comme si l'écriture de Foucault autorisait celle du cancer. Il y a un troisième camp qui se situe entre les deux, entre le camp de la Foucault et celui de l'écriture. Et c'est le camp des événements, des actions, de tout ce qui s'est passé ou des non-événements qui ont eu lieu entre les moments de la maladie, entre les moments de la phase de la prise de la Foucault et les moments de l'écriture, donc toujours pendant la maladie. Pour avancer dans l'analyse, une fois qu'on a bien posé ce cadre, je vous propose de m'accorder sur quelques thématiques qui me paraissent pertinentes pour essayer de comprendre si et quand il y a ce passage du moment de la maladie au moment de l'après-cancer. La première thématique que j'aimerais évoquer est celle du corps malade. Il y a plusieurs pages dans lesquelles Ernaud décrit son corps malade. Quand cette photo a été prise, c'est toujours la même photo, celle que vous voyez ici en couverture. Quand cette photo a été prise, j'ai le sang droit et le sillon mammaire bruni, brûlé par le cobalt avec des croix bleues et des craies rouges dessinées sur la peau pour déterminer précisément les points à irradier. En manquant, il m'a été prescrit un protocole de chimiothérapie post-opératoire. J'ai au cours d'une caille une ceinture et un sac banane renfermant une bouteille de plastique en forme de biberon qui contient les produits des chimios. Quand je suis nue, avec ma ceinture de cuir, ma fiole toxique, mes marquages de toutes les couleurs et le fil courant sur mon torse, je ressemble à une créature extraterrestre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en partant d'une photo qui montre des vêtements, elle peut décrire exactement le corps qu'elle avait. Donc, elle définit assez clairement. Je ne sais plus déterminer quelles autres photos en étaient faites quand j'avais ce corps. Donc, elle paraît avoir oublié pendant combien de temps, qu'est-ce que d'autre elle a fait pendant qu'elle était malade et quand elle avait ce corps qu'aujourd'hui, elle n'a plus. Donc, on a un premier élément ici qui nous fait paraître qu'il y a eu un passage du moment de la maladie au moment de l'après. On ne sait pas définir comme un moment de rémission d'être bien pour quand, un moment successif en tout cas. C'est encore plus clair si, et c'est l'avantage de ce livre, qui nous donne accès non seulement à l'expérience de maladie de la personne directement concernée, mais aussi à celle du proche. Donc, si on regarde la manière dont Marc-Marie parle de la maladie, on voit qu'il y a aussi un passage très clair de l'avant à l'après. Il évoque
le moment auquel, pour la première fois, il a accompagné Ernaud à Curie pour sa chirurgie, il évoque le 24 mai 2003, la fin de sa chimiothérapie, et il dit c'est un chapitre qui meurt, et avec lui les camps des premières Foucault, qui Cook sont indissociables de la période qui les a précédés. Il y a ensuite le moment où on est dans l'après, mais avec l'incertitude, avec l'idée d'une vie qui est encore hypothéquée. Il dit la mort est toujours là, les cheveux d'Annie ont repoussé, mais il faut attendre 5 ans après l'opération pour être certaine d'être tiré d'affaire. Donc, il y a bien conscience de ce camp qui est médicalement, institutionnellement reconnu comme celui pour définir une personne, si pas guérie, à rémission complète et définitive d'un cancer. Donc, il sait qu'il peut, lui, identifier des signaux de fin de la maladie, de fin de traitement en tout cas, mais cela ne signifie pas pour autant que Ernaud est définitivement guéri. Il y a encore un temps d'attente. Mais en manquant, ce temps paraît vraiment pas correspondre à celui de son vécu personnel. Pour lui, c'est une parenthèse qui se ferme et il dit d'ailleurs, est-ce qu'on peut être nostalgique d'un moment tout entier conditionné par l'éventualité de la mort? C'est ce que me dit Sek Foucault qui marque le versement dans le passé des jours heureux de l'Institut du Curie. Donc c'est pour lui vraiment une phase qui se termine. Une thématique successive est celle de l'engagement. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas moi qui ai identifié cette thématique, c'est Ernaud même qui mesure son passage dans l'après-cancer en réfléchissant à son engagement. En effet, elle a été donc soignée en 2003, c'est l'époque où les États-Unis, le 20 mars 2003, les États-Unis ont attaqué l'Irak. Elle rappelle Ernaud son engagement en tant que pacifiste, son activité, sa participation aux manifestations en 1991 quand la guerre du Golfe contre l'Irak, la première guerre du Golfe, a été déclarée. Cette fois, elle dit qu'elle s'est limite à accrocher un drapeau blanc, un signe de paix sur son balcon. Et elle constate son manque d'engagement et elle se justifie en disant « Je t'ai délivré de toutes les obligations, de celle d'écrire même. Je devais juste vivre cette histoire avec Marc, gaspiller le temps. Ce sont les grandes vacances du cancer. » Et donc elle-même, elle mesure à cette indifférence qu'elle éprouvait à l'égard de ce qui intéresse la majorité des gens, son éloignement des événements du monde, à la colère qui est revenue. Donc en 2004, à nouveau l'apprend lorsque elle s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Si elle mesure à ça son être ou ne plus être dans le cancer, elle peut dire « j'ai eu ». Un deuxième élément que c'est Ernaud même qui nous suggère de regarder avec attention concerne le partage de l'expérience du cancer. Toujours au moment du temps au moment où la Foucault a été prise, elle rappelle qu'elle avait le droit, elle s'est donné le droit de se soustraire au devoir de politesse. Elle s'est donné le droit de ne pas répondre aux lettres, aux mails. Et par ailleurs, elle s'est donné le droit de ne pas parler de sa maladie. D'ailleurs, la maladie n'est pas dans les Foucault. Elle ne la racontait pas non plus parce qu'elle ne voulait pas la compassion qui, à chaque fois, ne masquait pas une évidence. Pour les gens, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Et dans leurs yeux, je lisais mon absence future. Donc, il y a un clair choix de ne pas partager sa maladie puisque ça renvoyait le regard des autres, sa vie menacée. Quelques mois après, elle rapporte ce message publicitaire, enfin, pas publicitaire, mais cette communication, cette invitation à oser la transparence. Ça a été lu dans une revue, ça a été lu dans Madame Figaro, et elle réfléchit à ces messages, oser la transparence en disant il y a 3 millions de sons couturés, scannerisés, marqués de dessins rouges et bleus, irradiés, reconstruits, cachés sur les chemisiers et les t-shirts invisibles. Il faudra bien oser les montrer un jour. En effet, et écrire sur les miens participe de ce dévoilement. Donc, il y a vraiment un passage complet par rapport à l'écriture et au choix de parler ou pas parler de son cancer. Donc, si on essaie de tirer des conclusions de ces éléments,
on peut revenir à la question que Ernaud s'est posée au début. À quel moment ai-je cessé de penser, de dire j'ai un cancer pour j'ai eu un cancer? Eh bien, elle se répond elle-même. Elle dit qu'elle se sent entre les deux, dans une zone incertaine, puisque à tout moment, elle peut passer du second écart dans le premier et son cancer peut être remis. Cela nous évoque très fortement les mots de Susan Sontag qui parlait bien d'une frontière entre le monde des bien portants et le monde des malades. Et elle faisait référence au fait que tout le monde naît avec deux passeports, celui pour le monde des bien portants et celui pour le monde des malades. Mais vient bien le jour où on est tous obligés d'utiliser le mauvais passeport, celui pour le monde des malades, parce que le premier nous a été retiré. Donc on sent ici exactement cette crainte d'avoir récupéré son passeport pour le monde des bien portants, mais il y a toujours l'insécurité, la peur, l'incertitude de n'avoir plus droit à ce passeport à un moment donné. Mais en manquant, elle résume elle-même les éléments qui lui font dire qu'elle n'est pas tout à fait, elle n'est plus tout à fait malade. Elle évoque donc les éléments que nous avons vus, l'indifférence qu'elle éprouvait et la colère qui revient, mais aussi des préoccupations plus ou moins futiles qui sont à nouveau les siennes. Et aussi l'inquiétude de l'avenir à qu'elle se donne en prenant par exemple une garantie de 5 ans pour un lave-vaisselle, que cela peut l'amener à dire j'ai eu. En ce qui nous concerne, à l'analyse de ces résultats, et si on veut faire un commentaire des éléments que nous avons dégagés, il nous semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font comprendre qu'il y a eu un passage dans l'après-cancer, dans les mots du proche qui part d'une parenthèse qui se ferme, à la description de Arnaud, de son corps qu'elle avait et qu'elle n'a plus, son engagement, le fait qu'elle peut enfin écrire sur le cancer, d'abord le fait qu'elle peut mettre à récit son cancer et ensuite le fait qu'elle veut bien le partager dans un livre. Mais il nous est impossible d'identifier un point de bascule. Le moment d'ancrer dans l'après-cancer n'est pas clairement identifié. Le passage entre avoir et avoir eu un cancer est continuellement défini de manière comparative par rapport à avant, aujourd'hui. Le corps s'est transformé, l'attitude s'est modifiée. Il n'y a pas de point de rupture. L'après-cancer se définit donc dans la continuité. Or, il nous semble que cela peut être interprété à un double niveau. La mise à récit du cancer, l'écriture même, participe en effet à cette continuité. À un niveau individuel, dire le cancer est désormais possible. C'est un moyen de dépasser une fracture biographique, celle de l'annonce du cancer, celle de l'avant le cancer et après le cancer, mais non l'après-cancer, l'après avoir su d'avoir un cancer. Donc, le fait d'écrire permet de coller ensemble ce qu'avant et ce qu'après, mais aussi de faire émerger les transformations qui ont eu lieu. Ne pas être simplement dans l'après, dans l'absence du cancer, mais grâce à une opération de biographisation, donc de mise en forme de l'expérience par l'écriture afin de l'inscrire dans les savoirs de la personne elle-même, il y a une possibilité de recoudre l'avant et l'après. À niveau collectif, le partage de l'expérience du cancer est désormais possible, à condition de dire la vérité sur le cancer. Elle dit Arnaud, à un moment, je ne supporte plus les romans avec des personnages fictifs atteints d'un cancer, ni les films. Par quelle inconscience des auteurs osent-ils inventer cela? Tout me paraît faux jusqu'au risible. Donc, rappelez-vous bien de comment, au début de la communication, on a analysé les éléments qu'elle nous donne, que Marc-Marie nous donne, pour nous démontrer qu'il s'agit bien d'une autobiographie, que tout est bien documenté, qu'il n'y a pas de fiction dans cet ouvrage. Donc, dans cette volonté très appuyée de dire la vérité, on retrouve une forme d'engagement par l'écriture qui n'est pas, sans rappeler, l'opération qui a été définie par Arthur Frank comme le devoir moral de la personne malade. Selon cet anthropologue médical, la personne malade aurait le devoir moral de témoigner de son expérience. Une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde, une expérience qui est acquise en tant que malade ayant fait une expérience que les bien portants n'ont pas fait. Donc, le fait de témoigner est le fait de partager un savoir qui a pu être élaboré en qualité de personne ayant eu le cancer et de témoigner du fait de
appartenait non pas au monde bien portant, mais à celle que Franck appelle la société de rémission, la Remission Society. Donc, à la vue de ces deux éléments, donc à la fois de la continuité entre l'avant et l'après-cancer par l'écriture et l'opération de biographisation qui nous permet d'appuyer plus les éléments de l'après par rapport à l'avant et dans une continuité, et le fait de témoigner afin de partager un savoir vrai, accumulé, élaboré grâce à une expérience de maladie, mais paraît que peut-être cette question de à quel moment on peut dire j'ai eu un cancer plutôt que j'ai eu un cancer, peut-être on peut la reformuler de manière différente, que non pas s'interroger sur l'après-cancer, mais définir un état qui serait l'après-cancer avec le cancer, où il n'y aurait pas vraiment des éléments de fermeture, mais plutôt des éléments de continuité par rapport à l'expérience qui est celle de la personne malade. Donc, comme je l'ai dit au début, ce sont des hypothèses de travail sur lesquelles je commence à réfléchir et j'ai donc, moi, l'ambition aujourd'hui de dévoiler des résultats, mais je voulais plutôt vous proposer ces deux hypothèses pour pouvoir en débattre ensuite. Je vous remercie de votre attention.